L'air ne semble pas seulement froid ici. Il semble tranchant. C'est un poids physique qui appuie contre votre poitrine, vous rappelant à chaque inspiration superficielle que vous n'étiez jamais censé vous tenir sur ce sol. Imaginez pour une seconde que tout ce que vous connaissez du monde, le GPS sur votre téléphone, la sécurité d'un hôpital, le confort d'une route goudronnée, disparaît simplement. Vous vous tenez à une coordonnée qui ne semble pas seulement éloignée. Elle donne l'impression d'appartenir à une autre chronologie. Vous avez vu les brochures de voyage, vous avez vu les plages bondées de Bali et les néons de Tokyo, mais ce n'est pas le monde, ce sont les salles d'attente. Le mot est le monde impossible. Et ce qui arrive quand vous continuez à marcher au-delà des panneaux défense d'entrée. C'est une collection de paysages si brutaux, si beaux et si isolés qu'ils définissent la logique même de la survie humaine. Dans ce voyage, nous ne regardons pas seulement des paysages. Nous suivons une force qui transforme l'eau en pierre et les arbres en monstres. Nous allons dans des endroits où les humains les plus proches de vous ne sont pas dans la ville voisine, mais sont littéralement en orbite autour de la planète dans la Station spatiale internationale. Des endroits où, si vous veniez à périr, la Terre garderait votre corps comme un monument gelé ou salé pendant 1000 ans. Les sentinelles de l'abysse. La chose que personne ne vous dit est qu'ici, le paysage vous observe. Ce n'est pas une toile de fond, c'est un prédateur. Il respire, il attend et il juge. Dans la sécurité organisée du monde moderne, des villes enveloppées de béton, des bulles climatisées et des distractions numériques, nous avons oublié que la Terre n'a pas été faite pour nous. Nous supposons que nous sommes les protagonistes de cette planète, mais nous ne sommes que des invités, et des invités non invités qui plus est. Attachez votre ceinture, nous laissons le monde connu derrière nous, nous dépouillons les filets de sécurité, le service cellulaire et l'illusion que la nature est bienveillante. Vous n'êtes pas préparé pour ce qui arrive. Imaginez vous réveiller, ouvrir les yeux et réaliser que les arbres vous regardent en retour sur une expérience biologique qui a mal tourné connue sous le nom de Socotra. Cette île se trouve dans l'océan Indien, un minuscule fragment de terre qui s'est violemment arraché du continent africain il y a environ 6 millions d'années. Elle a dérivé dans l'isolement, emportant avec elle un code ADN que le reste de la planète a supprimé et oublié. C'est un radeau de sauvetage évolutif. En raison de cet isolement splendide, un tiers de la vie végétale ici n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Pas dans les profondeurs de l'Amazonie, ni dans les jungles fumantes de Bornéo, ni dans les vallées reculées de Nouvelle-Guinée. Seulement ici. Alors que vous posez le pied sur le sol calcaire blanc et brûlé, la chaleur vous frappe comme un coup physique. Mais ce sont les visuels qui brisent votre cerveau. Vous marchez vers le dragonnier de Socotra, Dracaena cinnabari. Il ne ressemble pas à un chêne, un pin ou un palmier. Il défie la logique de la botanique telle que vous la connaissez. Il ressemble à un champignon géant en lévitation ou peut-être à un parapluie qui a été retourné par un vent cosmique et figé dans le temps. Sa canopée est un bouclier vert dense et impénétrable soutenu par des branches qui tissent une toile de géométrie chaotique et complexe contre le ciel. Et voici le secret, la chose qui envoie un frisson dans l'échine des superstitieux. Si vous prenez un couteau et tranchez l'écorce, elle ne laisse pas échapper la sève collante et claire d'un érable ou d'un pin. Elle saigne, un fluide épais, sombre et cramoisi se déverse, tachant le calcaire blanc en dessous comme une scène de crime. Pendant des siècles, les anciens mystiques romains, herboristes grecs et marchands arabes croyaient qu'il s'agissait du sang réel de dragons ayant péri au combat contre des éléphants à l'aube des temps. Ils l'utilisaient pour la magie, pour la médecine afin de coaguler les blessures et pour les teintures des rois. Même aujourd'hui, debout devant lui, la science semble moins pertinente que le mythe. Cela semble viscéral. On a l'impression que l'arbre souffre. Mais pourquoi ressemble-t-il à cela? Parce que Socotra est un désert déguisé en île. Les arbres ont développé cette forme bizarre de parapluie, non pas pour l'esthétique, mais pour la guerre contre le soleil. Ce sont des machines de survie.
La canopée dense fait de l'ombre aux racines pour empêcher l'évaporation, tandis que les feuilles cireuses captent la brume matinale s'élevant de l'océan, canalisant chaque goutte d'humidité précieuse le long du tronc vers le centre. Ce sont des citernes biologiques, des maîtres de l'efficacité dans une terre qui veut les éliminer. Alors que vous vous tenez là, cependant, le silence commence à peser sur vous. C'est un silence lourd, oppressant, rompu seulement par le bruit du vent sifflant à travers les falaises de calcaire. Vous vous tenez au milieu du cimetière des navires. Socotra n'est pas un paradis. C'est une forteresse. Les moussons ici sont si violentes, si agitées et apocalyptiques que pendant 4 mois de l'année, l'île est complètement coupée du reste de l'humanité. La houle monte à des hauteurs terrifiantes. Aucun avion ne peut atterrir. Aucun bateau ne peut accoster, aucune évasion n'est possible. Si vous êtes ici quand les vents commencent, vous êtes le prisonnier de l'île, vous appartenez au rocher. La violence géologique continue sous vos pieds. Les grottes calcaires de Socotra s'étendent sur des kilomètres, un nid d'abeilles d'obscurité qui crible les fondations de l'île. Certaines de ces cavernes sont si profondes qu'elles n'ont jamais vu un seul photon de lumière depuis que l'île s'est séparée de l'Afrique. Dans ces profondeurs, la biologie prend un autre tournant tordu. Il existe des rumeurs et des enregistrements d'espèces vivant dans l'obscurité éternelle, araignées, crustacés, scorpions, qui n'ont pas Dieu dans le monde impossible. La vue est un luxe que la nature ne peut se permettre. Pourquoi gaspiller de l'énergie pour des yeux quand il n'y a rien à voir? C'est un lieu d'horreur sublime. C'est assez beau pour vous faire pleurer, mais assez dur pour réclamer votre vie si vous oubliez d'apporter assez d'eau pour une randonnée de 3 heures. C'est la première preuve que notre planète cache encore des mondes extraterrestres juste sous notre nez, des endroits où les règles du continent ne s'appliquent pas. Laissant derrière nous la flore extraterrestre et la chaleur aveuglante de l'océan Indien, nous voyageons vers le sud. Nous passons de la chaleur du bug biologique à l'isolement froid et écrasant du bas du monde. Regardez une carte de l'océan Atlantique. Trouvez le point médian entre l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud, une étendue de bleu si vaste qu'elle terrifie l'esprit. Maintenant, cherchez une tache, un pixel de poussière sur la carte. C'est Tristan d'Acunha, c'est l'endroit habité le plus reculé de la Terre. Laissez cela s'imprégner. Il n'y a pas d'aéroport ici, il n'y a pas de bande de tarmac déchiquetée. Pour qu'un pilote désespéré pose un Cessna, il n'y a pas de chemin rapide pour s'y rendre. Si vous voulez visiter, vous devez aller à Cape Town, trouver un navire de pêche hauturière ou un navire de recherche et prier pour que les mers soient calmes. C'est un voyage de 7 jours à travers l'étendue d'eau la plus non vivante que vous puissiez imaginer. L'Atlantique Sud est un vide gris et agité qui ne se soucie nullement de la vie humaine. Pendant une semaine, vous ne voyez rien d'autre que des houles roulantes de la taille d'immeubles de bureaux. Vous voyagez jusqu'au bord de l'existence. Il y a environ 250 personnes vivant ici. Elles vivent sur un minuscule rebord de terre, un plateau précaire à la base d'un volcan massif de 6000 pieds qui s'élève directement de la mer. Pensez-y une seconde. Votre monde entier est un rocher au milieu d'un vide bleu infini. Vous êtes à 1500 milles de l'épicerie la plus proche, vous êtes à 1700 milles de l'hôpital le plus proche. La dynamique sociale est une cocotte minute. Tout le monde porte les mêmes 7 noms de famille, Glass, Green, Hagen, Lavarello, Repetto, Rogers et Swain. Vous connaissez chaque visage, chaque histoire, chaque rancune et chaque secret de l'île. Il n'y a pas d'anonymat. On ne se fond pas dans une foule pour disparaître. Si vous avez une dispute avec votre voisin, vous le verrez au magasin, au pub et au port chaque jour pour le reste de votre vie. C'est un niveau d'intimité que l'esprit moderne, habitué à l'intimité de la foule, peut à peine comprendre. Mais c'est ici que l'histoire s'assombrit. C'est ici que le paysage cesse d'observer et commence à attaquer. En octobre 1961, la terre sous leurs pieds a commencé à hurler. Le volcan, que tout le monde pensait être un géant silencieux, un gardien dormant de leur solitude, s'est réveillé. Il n'a pas explosé instantanément, il a gémi. Les murs de pierre des cottages se sont fissurés, les portes ne ferment même plus. Et puis, le sol s'est ouvert. Une fissure a éclaté juste à côté du village de Edinburgh of the Seven Seas. Du feu et de la roche en fusion ont commencé à bouillonner, menaçant d'engloutir la seule vie que ces gens aient jamais connue.
La coulée de lave n'était pas un décor lointain, elle était dans leur jardin. Le gouvernement britannique a pris une décision frénétique, évacuer tout le monde. La population entière, chaque homme, femme et enfant, a été chargée sur des navires et emmenés. Ils ont regardé depuis le pont alors que le volcan brillait dans la nuit, consumant leur usine de homards et menaçant leur maison. Ils ont été emmenés dans le monde moderne. Ils ont été amenés en Angleterre. Imaginez ceci. Vous êtes une personne qui a vécu toute sa vie sur un rocher silencieux au milieu de l'océan où le son le plus fort est le vent et le ressac. Soudain, vous êtes parachuté dans les années 60 vrombissantes. Ils ont vu des voitures pour la première fois. Ils ont vu la télévision. Ils ont vu les jungles de béton massives et tentaculaires des villes. Ils ont découvert le chauffage central, des supermarchés avec des allées infinies de nourriture et le bruit incessant et broyeur de la civilisation industrielle. On leur a offert une vie de confort, on leur a offert des emplois, des logements sociaux et la sécurité, on leur a offert une vie où l'on n'a pas à s'inquiéter qu'un volcan réclame sa maison ou qu'un navire de ravitaillement n'arrive pas pendant 6 mois. On leur a donné le ticket d'or pour le XXe siècle, et puis ils ont fait quelque chose qui a choqué le monde. Ils ont fait quelque chose qui défie la logique de la commodité moderne, ils ont voté pour partir. Presque chaque personne a choisi de retourner là-bas. Pourquoi? C'est la question qui nous hante. Pourquoi retourneriez-vous dans un endroit qui a essayé de vous anéantir? Pourquoi quitteriez-vous la sécurité de l'Angleterre pour un rocher assis sur une poudrière? Parce qu'à Tristan d'Acunha, vous n'êtes pas seulement un numéro dans un système. Vous n'êtes pas un rouage dans une machine industrielle. Vous faites partie du rocher lui-même. En Angleterre, ils étaient des curiosités, des réfugiés. Ces gens du volcan. À Tristan, ils étaient les maîtres de leur domaine. Ils ont réalisé que le confort n'est pas la même chose que le but. Le monde moderne, avec tout son éclat et sa facilité, leur semblait vide. Il lui manquait la connexion viscérale à la survie. Pour eux, le monde impossible n'est pas une destination, c'est un sanctuaire. Le chant de l'albatros leur manquait, le silence leur manquait, la dépendance les uns envers les autres leur manquait. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé leur maison pour la plupart intacte, bien que le paysage ait changé pour toujours. La lave avait refroidi, créant de nouvelles terres. Mais le message était clair. Vous vivez ici parce que je le permets, mais ne vous laissez pas tromper par le romantisme de leur retour. L'isolement d'ici est un broyage psychologique qui use l'âme. Ce ne sont pas des vacances. Quand les tempêtes d'hiver frappent, les vagues sont plus hautes que les maisons. Le vent hurle à la force d'un ouragan pendant des jours entiers, secouant les fenêtres, menaçant d'arracher le toit de votre monde. Les provisions viennent à manquer. Si vous avez une urgence médicale, une appendicite, une crise cardiaque, aucun hélicoptère ne viendra. Vous êtes à la merci de la biologie et de la géographie. Vous réalisez que vous ne vivez pas sur l'île, vous survivez avec elle. C'est une relation symbiotique basée sur la peur et le respect. Ces endroits, Socotra et Tristan d'Acunha, servant de miroir. Ils reflètent une version de la Terre qui ne se soucie pas de nos horaires, de notre politique ou de notre confort. À Socotra, les arbres saignent et les grottes sont aveugles, nous rappelant que la vie mutera et se tordra dans n'importe quelle forme nécessaire pour endurer la chaleur. C'est une leçon de résilience. C'est un rappel que la nature est un ingénieur d'une créativité suprême et qu'elle n'a pas besoin de notre approbation pour créer des monstres ou des miracles. À Tristan d'Acunha, la leçon porte sur l'esprit humain. Elle prouve que les humains peuvent s'adapter à tout, même au poids écrasant de la solitude totale. Elle prouve que nous avons plus soif d'appartenance que de sécurité. Nous préférerions vivre sur le rebord d'un volcan avec des gens qui connaissent nos noms que de mourir de solitude dans une ville sûre et chaude d'étrangers. Alors, quand vous regardez la carte, ne voyez pas seulement des lignes et de l'eau bleue. Voyez les prédateurs, voyez les dragonniers de Socotra attendant la brume, voyez le volcan dans l'Atlantique Sud, dormant avec un œil ouvert. Le paysage observe, il était là bien avant nous et il restera bien après notre départ. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez courageux pour visiter ces mondes impossibles. La question est de savoir si vous êtes prêt à réaliser à quel point vous êtes petit, fragile et totalement insignifiant.
Nous vivons sous une illusion réconfortante. Nous faisons défiler des cartes numériques sur des écrans brillants, zoomant sur des coins de rue à Tokyo, des villages reculés en Amazonie et des flux de glace en Antarctique. Nous croyons que parce que nous pouvons voir le monde d'en haut, nous le possédons. Nous croyons que l'ère de l'exploration est terminée, que le globe a été répertorié, mesuré et apprivoisé. Nous nous disons qu'il ne reste plus de zones blanches sur la carte, plus de dragons au bord du monde connu. Mais c'est un mensonge. Le monde impossible existe toujours. Il existe dans les poches de réalité où les règles modernes ne s'appliquent pas, où notre technologie échoue et où notre présence n'est pas seulement importune, mais fatale. C'est une géographie de l'ombre, assise juste à côté de notre géographie civilisée, se cachant à la vue de tous. Tandis que certaines îles vous accueillent avec des guirlandes et des complexes hôteliers, et que certains océans vous invitent avec des navires de croisière et des navires de recherche, il existe des coordonnées interdites d'où les visiteurs ne reviennent jamais. 2 lieux spécifiques définissent ce monde impossible mieux que tous les autres. L'un est un lopin de terre qui rejette le flux du temps. L'autre est une vaste étendue d'eau qui rejette la vie elle-même. Pour comprendre la fragilité de notre domination moderne, nous devons regarder l'île de North Sentinel et le point Nemo. Dans le golfe du Bengale, faisant partie de l'archipel des Andaman, se trouve un petit lopin de terre boisé qui ressemble du point de vue d'un satellite à un paradis. Il fait à peu près la taille de Manhattan, entouré de récifs coralliens traîtres et de sable d'une blancheur aveuglante. L'eau est d'un turquoise cristallin parfait. La canopée est d'un vert épais et luxuriant, ininterrompu par des routes, des bâtiments ou des clairières. Il semble être l'escapade intacte idéale. Mais l'île de North Sentinel est l'endroit le plus dangereux de la Terre pour qu'un humain moderne y pose le pied. C'est une forteresse de l'Antiquité, défendue non pas par des murs ou des radars, mais par un peuple qui a rejeté avec succès le reste de l'humanité depuis peut-être aussi longtemps que 60 000 ans. Ce sont les Sentinelles. Ils sont probablement la tribu la plus isolée de la planète, une lignée directe vers l'ère paléolithique. Ils ne veulent pas de votre technologie, ils ne veulent pas d'Oscant, ils ne veulent pas de votre médecine, de votre religion, de votre plastique ou de votre bonjour. Pour eux, le monde extérieur n'est pas un lieu d'émerveillement, c'est un lieu de démons, d'esclavagistes et de morts. Chaque fois qu'un bateau s'approche trop près, les hommes émergent de la lisière épaisse des arbres, leurs corps peints, brandissant des arcs et de longues lances à pointe de fer. Ils ne voient pas un touriste ou un ami. Ils voient un envahisseur. L'histoire de notre interaction avec eux est une histoire de violence et de tragédie. Ce n'est pas un malentendu, c'est une guerre qui dure depuis des siècles, une guerre que les Sentinelles gagnent en refusant simplement de participer à notre version de la réalité. En 2006, la frontière entre nos mondes a été franchie par accident. 2 pêcheurs, Sunder Raj et Pandit Nath, braconnaient des crabes de boue dans les eaux autour de l'île. Ils ont jeté l'ancre et, épuisés par le travail, se sont endormis dans leur bateau. Sous le couvert de l'obscurité, l'ancre a lâché. Les courants, silencieux et mortels, ont fait dériver leur petit vaisseau en bois vers le lagon peu profond de North Sentinel. Au lever du soleil, ils étaient à portée. Les pêcheurs n'étaient pas des explorateurs, c'étaient juste des hommes essayant de gagner leur vie. Mais les sentinelles ne font pas de distinction. D'autres pêcheurs regardant à distance ont vu les lumières de torches sur la plage. Ils ont entendu des cris. La tribu a attaqué le bateau, éliminant les 2 hommes. Plus tard, un hélicoptère des gardes-côtes a été envoyé pour récupérer les corps. Alors que l'hélicoptère descendait, le souffle des pales fouettant le sable dans une frénésie, le pilote a regardé en bas pour voir les guerriers sur la plage, tirant des flèches vers le haut contre l'oiseau de métal. Les corps des pêcheurs ont été vus enterrés dans le sable, mais la récupération a été abandonnée. Le message était clair. Vous nous laissez tranquilles ou vous mourrez. Mais la tragédie de 2006 n'est qu'un chapitre d'une longue saga de rejet. En 1981, un énorme cargo appelé le Primrose, transportant de la nourriture pour poulets, s'est échoué sur les récifs coralliens entourant l'île. Le capitaine a appelé à l'aide par radio, supposant qu'ils attendraient quelques jours pour un remorqueur. Mais le lendemain matin, l'équipage a regardé depuis le pont élevé du navire et a vu quelque chose qui n'avait aucun sens pour leurs esprits modernes.
50 hommes construisaient des bateaux sur la plage. Ils étaient nus, armés de lances, et se préparaient à monter à bord du géant d'acier échoué. Les appels de détresse du capitaine sont passés de logistique à frénétique. Il a demandé par radio des parachutages d'armes pour défendre son équipage contre un assaut de l'âge de pierre. L'équipage a saisi des tuyaux, des fusées éclairantes et des haches, se préparant à un siège contre des guerriers qui semblaient être sortis d'un livre d'histoire. Heureusement pour l'équipage, de fortes tempêtes ont maintenu les pirogues à distance jusqu'à ce qu'un hélicoptère puisse les élitreiller en lieu sûr. Aujourd'hui, la carcasse rouillée du Primrose demeure sur le récif, un squelette de métal servant de monument d'avertissement. Les sentinelles l'ont depuis dépouillé de son fer, forgeant à froid le métal pour en faire des pointes de flèches, utilisant nos propres détritus pour aiguiser leur résistance contre nous. Plus récemment, en novembre 2018, un jeune missionnaire américain nommé John Allen Cho a tenté de pénétrer dans le monde impossible. Poussé par une profonde conviction religieuse, il croyait pouvoir sauver leurs âmes. Il a payé des pêcheurs locaux pour le faire entrer clandestinement dans la zone d'exclusion sous le couvert de la nuit. Cho connaissait les risques. Dans son journal, il a écrit « Vous pourriez penser que je suis fou dans tout cela. Mais je pense que cela en vaut la peine pour déclarer Jésus à ces gens. » Lors de sa première tentative, il leur a offert du poisson et des cadeaux. Un garçon a tiré une flèche qui a percé la Bible imperméable qu'il tenait. Cho a reculé, secoué, mais est revenu le lendemain. Il a donné l'ordre aux pêcheurs de l'abandonner là. Il a marché sur la plage en chantant des hymnes. Les pêcheurs, regardant de loin alors qu'il s'éloignait au moteur, ont vu la tribu traîner son corps sur le sable avec une corde nouée autour de son cou. Il n'a pas dépassé la lisière des arbres, son corps n'a jamais été retrouvé. Le gouvernement indien, adhérant à une politique de yeux ouverts, mains levées, a décidé que le récupérer ne mènerait qu'à plus de morts, tant pour les récupérateurs que pour la tribu. Pourquoi le gouvernement indien considère-t-il désormais comme un crime de s'approcher à moins de 5000 du rivage? Ce n'est pas seulement pour nous protéger de leurs flèches, c'est pour les protéger de notre souffle. Nous sommes le danger biologique. Nous portons la grippe, la rougeole, le rhume et la COVID-19. Parce que les sentinelles ont été isolées pendant des dizaines de milliers d'années, leurs systèmes immunitaires ont oublié l'histoire microbienne du reste de l'espèce. Une seule poignée de main, un seul éternuement pourrait anéantir leur civilisation entière en quelques semaines. Nous sommes des armes biologiques marchandes. Pourtant, il y a ici un mystère plus profond qui nous captive. Comment ont-ils survécu? Ils ont survécu au tsunami de 2004 qui a dévasté les côtes modernes à travers l'océan Indien. Alors que nous comptions sur des capteurs et des satellites, les sentinelles auraient lu les signes de l'océan et des oiseaux, se retirant vers les hauteurs avant que la vague ne frappe. Lorsqu'un hélicoptère a survolé les lieux quelques jours plus tard pour chercher des survivants, un guerrier a couru sur la plage et a tiré une flèche vers lui. Il était vivant. Il était provocateur. Il disait au monde impossible qu'ils n'avaient pas besoin de notre pitié. Ils sont les seuls habitants de la planète à n'avoir pas reçu la note indiquant que le monde a été découvert. Pour eux, l'île est l'univers entier. L'horizon est la fin de l'existence. Ils vivent dans une bulle où le temps ne s'est pas seulement ralenti, il s'est arrêté. Et peut-être dans leur défense farouche de cette bulle, comprennent-ils quelque chose que nous avons oublié, que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes et que certains contacts ne devraient jamais être établis. Pour comprendre le véritable isolement, cependant, nous devons quitter entièrement la terre ferme. Nous devons voyager vers un endroit où la biologie elle-même commence à échouer, où la planète se transforme en un désert liquide. Nous devons contempler l'abysse océanique à un endroit connu sous le nom de Point Nemo. 3. Le Point Nemo n'est pas un endroit sur lequel on peut se tenir. Ce n'est pas une île. C'est un ensemble de coordonnées dans l'océan Pacifique Sud, 48 degrés 52,6 minutes, Sud 123 degrés 23,6 minutes ouest. Il est officiellement connu sous le nom de pôle océanique d'inaccessibilité.
C'est le point précis sur le globe qui est le plus éloigné de toute Terre, dans n'importe quelle direction. Si vous deviez s'affréter un bateau et voyager jusqu'au point Nemo, le voyage prendrait des semaines à naviguer sur les mers les plus agitées et les plus vides de la Terre. Quand vous arriveriez enfin, vous regarderiez autour de vous et ne verriez rien d'autre que la houle grise et soulevée du Pacifique. Au nord, la terre la plus proche est l'île Ducie, l'une des îles Pitcairn. Au sud, rien jusqu'à l'Antarctique. À l'est, la côte chilienne est à des milliers de milles. Si vous deviez flotter là dans un radeau de sauvetage, dans le silence écrasant de l'océan libre, une réalisation terrifiante finirait par vous apparaître. Les autres êtres humains les plus proches ne sont pas sur un navire, ils ne sont pas sur une île, ils ne sont sur aucun continent. Les humains les plus proches de vous sont les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, orbitant à 250 000 au-dessus de votre tête. Vous êtes plus proche du vide de l'espace que vous ne l'êtes de l'épicerie la plus proche. 4. Le point Nemo est un désert d'eau. Il se situe au sein du gir du Pacifique Sud, un système rotatif massif de courants océaniques. Ces courants agissent comme une barrière, empêchant les eaux riches en nutriments de s'écouler vers le centre. Sans nutriments, il n'y a pas de plancton. Sans plancton, il n'y a pas de petits poissons. Sans petits poissons, il n'y a pas de prédateurs. L'eau ici est l'une des plus claires au monde, d'un bleu-violet époustouflant. Mais elle est claire parce qu'elle est morte. C'est un vide biologique. Cependant, c'est ce qui se cache sous la surface qui marque le point Nemo comme une capitale du monde impossible. Parce qu'il est si incroyablement reculé, si dépourvu de routes maritimes et de vie humaine, les agences spatiales du monde, NASA, Roscosmos, ESA, utilisent le point Nemo comme cible. C'est le dépotoir ultime. Lorsqu'un satellite, un cargo ou une station spatiale arrive à la fin de sa vie, les ingénieurs ne veulent pas qu'il s'écrase sur New York ou Paris. Ils visent l'endroit le plus éloigné de l'humanité. Ils visent Nemo. 5. Sous les vagues de cette parcelle d'océan désolé se trouve un cimetière de titane, d'aluminium et de panneaux solaires fondus. C'est un cimetière de l'ambition humaine. Plus de 260 engins spatiaux reposent dans l'obscurité à près de 13 000 pieds de profondeur sur la plaine abyssale. La station spatiale soviétique Mir s'y trouve. Après 15 ans en orbite autour de la Terre, accueillant des cosmonautes et des astronautes, marquant l'histoire, elle a été guidée dans l'atmosphère en 2001. Elle s'est désintégrée dans un déluge de feu à travers le ciel, brillant comme un météore avant que ses restes calcinés ne percutent le Pacifique. L'ATV Jules Verne s'y trouve. Des transporteurs de fret massifs s'y trouvent. Et dans les années à venir, la Station spatiale internationale elle-même, le summum de l'ingénierie humaine, sera désorbitée. Elle sera déchirée par la friction de l'air et ces modules massifs, de la taille d'un bus, plongeront dans l'eau au point Nemo pour rejoindre les autres. Imaginez la scène au fond de l'océan au point Nemo. C'est un lieu d'obscurité éternelle. La pression est écrasante, suffisante pour pulvériser un corps humain instantanément. Il y fait un froid glacial. Et là, dispersés sur le limon, se trouvent les formes tordues et reconnaissables de nos plus grandes prouesses technologiques. Des sas qui s'ouvraient autrefois sur les étoiles gisent maintenant à moitié enfouis dans la boue. Des panneaux de contrôle qui brillaient autrefois de données provenant du cosmos rouillent maintenant dans le silence, visités seulement par des concombres de mer et des bactéries des profondeurs. 6. C'est un cimetière d'engins spatiaux, un monument caché à la nature transitoire de notre portée. Nous envoyons nos machines vers les cieux, mais finalement, la gravité réclame sa dette. Et nous cachons les preuves dans le tiroir le plus profond et le plus solitaire de la planète. Mais le monde impossible réserve toujours une surprise. Même dans cette zone morte où la science dit que rien ne devrait se passer, le mystère persiste. À l'été 1997, des océanographes de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, NOAA, écoutaient l'océan. Ils disposaient d'un réseau d'hydrophones, des microphones sous-marins, espacés de milliers de milles à travers le Pacifique. Ils cherchaient à détecter une activité volcanique ou un mouvement de glace. Au lieu de cela, ils ont entendu le bloop. C'était un son d'une puissance immense. Il était à ultra basse fréquence, augmentant rapidement sur environ 1 minute.
Il était fort, plus fort que n'importe quel son biologique jamais enregistré. Il a été détecté par des capteurs distants de près de 3000 milles. 7, les scientifiques étaient perplexes. Ils savaient à quoi ressemblait le chant d'une baleine. La baleine bleue est l'animal le plus bruyant de la Terre, mais le bloop était bien plus puissant que l'appel d'une baleine. Ils savaient à quoi ressemblait un sous-marin. Ils savaient à quoi ressemblaient les volcans sous-marins. Cela ne correspondait à aucun de ces profils. Pendant des années, le son a alimenté les cauchemars de ceux qui regardent l'océan profond avec suspicion. Cela semblait organique. Cela ressemblait à une bête. Par coïncidence, la source du son a été triangulée à un emplacement dangereusement proche du point Nemo. Les écrivains de fiction et les théoriciens du complot se sont déchaînés. H.P. Lovecraft, l'écrivain d'horreur des années 1920, avait notoirement situé sa ville engloutie de Hurley, demeure du monstre cosmique Cthulhu, à des coordonnées incroyablement proches du point Nemo. Il écrivait au sujet d'un dieu endormi, attendant dans les profondeurs. À présent, la science avait enregistré un son massif et non identifiable émanant exactement de cette zone morte. Des années plus tard, la NOAA a publié une explication officielle. Ils ont affirmé que le bloop était cohérent avec un tremblement de glace, le bruit d'un iceberg massif se fissurant et se détachant du plateau antarctique. Ils ont déclaré que le profil sonore correspondait à la fracturation de la glace solide. La communauté scientifique a hoché la tête et a fermé le dossier. Oui, mais dans le monde impossible, on apprend que l'explication officielle n'est souvent qu'un bouclier psychologique. C'est une façon de nous empêcher de regarder trop longtemps dans l'obscurité. Bien que la théorie du tremblement de glace soit plausible, elle nous oblige à accepter qu'un glacier qui se fissure puisse imiter la fréquence organique d'un être vivant si parfaitement qu'il a trompé les experts pendant des années. Elle nous demande de croire que le son le plus fort jamais entendu dans l'océan est justement provenu du point le plus inaccessible, sans vie et extraterrestre de la planète. Qu'il se soit agi de glace ou d'un léviathan, le sentiment reste le même. Le point Nemo est un endroit où la Terre semble vaste et d'une indifférence terrifiante à notre égard. C'est un endroit où nous jetons nos déchets provenant des étoiles, en espérant qu'ils restent enfouis. C'est un rappel que l'océan n'est pas à nous. Nous ne faisons qu'en effleurer la surface. Quand nous regardons l'île de North Sentinel et le point Nemo côte à côte, un motif émerge. Ils sont les serre-livres de nos limitations. L'île de North Sentinel représente la limite de notre conquête sociale. Elle prouve que nous ne pouvons pas forcer la connexion. Malgré notre Internet, notre commerce mondial et notre culture partagée, il existe une poche d'humanité qui rejette violemment le cadeau du progrès. Ils ont regardé ce que nous proposons et ont décidé qu'une lance en pierre et un feu sur la plage sont supérieurs à notre anxiété, nos guerres et nos écosystèmes en train de s'effondrer. Ils sont le miroir dans lequel nous avons peur de regarder. Un rappel que la civilisation est un choix et peut-être pas toujours le bon. Dix, le point Nemo représente la limite de notre conquête physique. Il prouve que nous ne pouvons pas dompter l'environnement. Nous pouvons le survoler, nous pouvons y jeter des détritus, mais nous ne pouvons pas l'habiter. C'est un vide qui engloutit nos machines les plus avancées et les digère en rouille. C'est un rappel de l'échelle pure de la planète, un endroit où l'humanité est mathématiquement insignifiante comparée au volume d'eau et au poids du silence. Ces lieux agissent comme des trous noirs dans notre société mondialisée. Ils créent une gravité de mystère. Nous sommes attirés par eux précisément parce qu'on nous dit que nous ne pouvons pas les avoir. Nous possédons le monde entier, chaque Starbucks, chaque sommet de montagne, chaque route de désert, mais nous ne pouvons pas avoir la petite île verte. Et nous ne pouvons pas avoir le centre bleu et silencieux de l'océan. Alors nous créons des histoires. Nous appelons les sentinelles des sauvages ou des gardiens. Nous appelons le point Nemo un cimetière ou un repère de monstres. Nous essayons de combler le vide avec de la mythologie parce que la vérité, le fait que nous ne soyons pas les bienvenus partout, est trop humiliante à accepter. 11. Il y a une leçon dans le monde impossible. Il nous enseigne que la carte n'est pas le territoire. Il nous enseigne qu'il y a encore des frontières. À une époque où nous nous sentons en droit de tout savoir, de tout voir et d'aller n'importe où, North Sentinel et le point Nemo se dressent comme des panneaux d'arrêt géants. Ils nous avertissent que certains mystères ne sont pas destinés à être résolus.
Certains rivages ne sont pas destinés à être foulés. Certaines profondeurs ne sont pas destinées à être sondées. Les sentinelles continuent de danser autour de leur feu, en sécurité dans leur bulle temporelle, observant les lumières des navires qui passent avec suspicion et haine. Les débris de la Station spatiale internationale dériveront bientôt vers le bas à travers l'eau noire et écrasante pour reposer dans la boue du point Nemo, rejoint par les fantômes de l'ère spatiale. Le bloop pourrait se reproduire ou non. Nous restons à l'extérieur, le nez collé contre la vitre, nous demandant ce qu'ils savent que nous ignorons. Nous les appelons le monde impossible parce qu'ils définissent notre logique. Mais peut-être sommes-nous l'anomalie. Peut-être que le silence de l'océan profond et l'isolement de la forêt sont l'état naturel des choses. Et que notre monde bruyant, connecté et frénétique est la véritable aberration. Jusqu'à ce que nous apprenions à écouter le silence, le rivage interdit et l'abysse océanique resteront tels qu'ils sont, les derniers endroits sur Terre qui s'appartiennent véritablement. La fournaise et le givre. 1. Nous aimons croire que la Terre est notre maison, alors nous bâtissons nos villes, goudronnons nos routes et tondons notre pelouse pour nous convaincre que la planète est un jardin sûr et amical fait pour notre confort. Nous changeons la température dans nos maisons et filtrons notre eau, nous enveloppant dans une bulle de contrôle, mais ceci est un mensonge. Le confort n'est qu'une ruse et la sécurité n'est qu'une chose temporaire. Lorsqu'on sort de l'eau et que l'on pose le pied sur cette terre, l'air donne l'impression de brûler vos poumons, vous donnant envie de retenir votre respiration. Maintenant, imaginez que lorsque vous prenez enfin une inspiration, l'air ne vous aide pas. Au lieu de cela, il brûle et a un goût d'allumette et d'acide de batterie, ce qui est un mélange dur qui tapisse l'arrière de votre gorge. C'est la dépression de Danakil en Éthiopie, et beaucoup de gens pensent que c'est l'endroit le plus extraterrestre de la planète. Mais le Danakil n'est pas seulement un lieu, c'est un avertissement. C'est la première étape d'un voyage qui dépouillera ce mensonge confortable que nous nous racontons. Nous sommes sur le point de voyager à travers le monde impossible, qui est une collection de lieux si extrêmes et sauvages qu'ils brisent les règles de la biologie. Ce sont des endroits où les règles de survie sont totalement différentes. Et la Terre n'est pas seulement un décor, mais un ennemi. De la chaleur brûlante de l'Afrique au profond silence du Nord gelé, nous allons marcher sur la ligne fine de ce que les êtres humains peuvent réellement endurer. 2. Nous commençons par la blessure. La dépression de Danakil se trouve là, où 3 énormes morceaux de la Terre, des plaques tectoniques, sont en train de déchirer lentement l'Afrique. C'est comme une coupure profonde dans la Terre se produisant au ralenti. Elle se situe à plus de 400 pieds sous le niveau de la mer, ce qui est une cicatrice profonde sur le visage du continent. Ici, la croûte de la Terre est si mince que le magma chaud hurle pratiquement juste sous vos pieds. Vous pouvez sentir les secousses, un bourdonnement sourd qui remonte à travers vos bottes et s'installe dans vos os. En regardant l'horizon, vous voyez le volcan d'Alol, mais vous devriez oublier tout ce que vous savez sur les volcans. Il n'y a pas de rivière de lave rouge qui coule ici et pas de grandes montagnes fumantes contre un ciel bleu. Au lieu de cela, vous regardez d'énormes plaines rougeoyantes de vert néon, de jaune vif et d'orange brûlé. Cela ressemble moins à des rochers et plus à une maladie. Ce sont des champs d'eau chaude où l'eau bouillonnant du sol est un mélange épais de sel, de soufre et de fer. Elle est bouillante, elle est toxique. Et elle crée une terre qui ressemble à une peinture d'un fou qui n'aurait vu des couleurs que dans un mauvais rêve. Vous voyez ces bassins verts vifs? Ils ressemblent à des trous d'eau tropicaux, invitants et frais, mais c'est le tour le plus méchant du Danakil. Si vous touchiez cette eau, elle ne vous brûlerait pas seulement. Elle ferait fondre votre peau parce que les niveaux d'acide sont si élevés que presque aucune vie ne peut survivre au centre de ces bassins. C'est une zone morte habillée des couleurs du paradis où la vapeur siffle et crache de l'acide qui ronge les appareils photo et la peau humaine de la même manière. 3. Mais voici la partie impossible.
Le peuple Afar vit ici. Il l'appelle la porte de l'enfer. Pourtant, ils trouvent leur chemin à travers ce labyrinthe d'acide et de sel chaque jour. Ils ne font pas que survivre, ils font un travail difficile dans le désert. Ils creusent pour le sel ici depuis des centaines d'années, sculptant des blocs dans la croûte blanche et les chargeant sur des chameaux qui marchent pendant des milles à travers la chaleur vacillante. Regardez-les travailler. Ils manient des haches dans une chaleur qui atteint régulièrement 120 degrés et le sol est encore plus chaud. Ils n'ont pas de climatisation ni de pause comme nous. Ils vivent dans une lutte constante avec une terre qui veut les éliminer. Leur peau est dure comme du cuir et leurs yeux sont toujours plissés contre la lumière vive. Quand vous vous tenez dans le Danakil et regardez une file de chameaux disparaître dans les vagues de chaleur, vous réalisez que la Terre n'est pas seulement un foyer pour la vie. Parfois, c'est un laboratoire pour la destruction où la planète teste ce qui arrive quand on supprime toutes les règles. Des profondeurs les plus basses, nous montons à une hauteur folle où il n'y a presque pas d'oxygène dans les Andes péruviennes. Profondément dans les montagnes, nichées contre un glacier massif appelé Ananea, se trouve la Rinconada. À 16 700 pieds, c'est la ville la plus haute de la Terre où les gens vivent toute l'année. Pour comprendre cela, c'est plus haut que le plus haut sommet des Alpes et plus haut que les camps que les grimpeurs utilisent sur l'Everest. 4. La plupart des humains commencent à se sentir malades à 10 000 pieds à cause du mal de l'altitude qui apporte des maux de tête et des nausées. À 16 000 pieds, votre sang commence à devenir épais comme du sirop pour compenser le manque d'air. Votre cœur doit travailler 2 fois plus dur juste pour garder votre cerveau en marche. Des tâches simples, comme attacher vos chaussures ou monter quelques marches, deviennent un travail vraiment dur qui vous laisse haletant pour un air qui n'est simplement pas là. Mais il y a 50 000 personnes vivant ici. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de vivre dans un endroit où l'air essaie de vous étouffer à chaque inspiration? Parce que la montagne est faite d'or. La Rinconada est une ville bâtie sur le besoin et la chance. C'est une ville désordonnée de cabanes en métal accrochées au sol gelé, un camp temporaire qui est accidentellement devenu une ville. Il n'y a pas d'eau courante ni de système d'égout. Les rues sont un mélange gelé de boue, de déchets et de mercure qui est utilisé pour extraire l'or des roches. Le mercure se mélange à la boue, séchant en une poussière toxique qui pénètre dans les poumons des enfants jouant dehors. L'odeur est une pourriture froide et métallique qui ne quitte jamais vos vêtements. La partie impossible de la Rinconada n'est pas seulement la hauteur, c'est la façon dont ils travaillent. La plupart des mineurs travaillent sous un système qui ressemble à une loterie cruelle. Ils travaillent pendant 30 jours gratuitement et le 31e jour, ils sont autorisés à prendre autant de roches qu'ils peuvent emporter sur leurs épaules. Si cette roche contient de l'or, ils sont riches, mais si ce n'est que de la roche, ils ont travaillé 1 mois pour rien. 5. Mais il y a un secret plus sombre à ce piège d'altitude. Parce que la ville est si loin et que l'air est si rare, il n'y a presque pas d'aide médicale. Il y a une règle dans des endroits comme celui-ci, selon laquelle certaines personnes doivent se faire retirer l'appendice avant même d'être autorisées à s'y rendre. Pourquoi? Parce que si votre appendice éclate à 16 000 pieds, vous mourrez avant qu'un hélicoptère puisse jamais vous atteindre. À la Rinconada, vous voyez le vrai visage du monde impossible, qui ne concerne pas seulement la nature, mais ce que les humains sont prêts à endurer pour arracher un métal brillant à une montagne gelée. Si le manque d'air ne vous élimine pas, l'emprise écrasante de la ville la plus froide du monde pourrait le faire. Nous quittons l'air rare des montagnes et descendons dans le silence lourd et gelé de la Sibérie vers un village appelé Oymyakon. Cet endroit détient le record de la température la plus basse jamais enregistrée dans un lieu où des gens vivent à moins 96 degrés Fahrenheit. Des nombres comme ceux-là sont difficiles à imaginer. Alors, regardons ce que l'on ressent réellement. À Oymyakon, le froid n'est pas seulement ennuyeux, il ressemble à une chose réelle qui vous chasse. Quand vous sortez, l'humidité dans votre nez gèle instantanément, piquant comme des aiguilles. Si vous portez des lunettes, les montures métalliques gèleront sur votre visage et déchireront votre peau si vous essayez de les enlever. Si vous essayez de filmer avec une caméra normale, la batterie mourra en quelques secondes et les pièces intérieures se fissureront alors que l'huile se transformera en pierre. 6. Les gens qui vivent ici définent la logique. Ils ne mangent pas
Ils ne mangent pas de légumes parce que rien ne pousse dans le sol gelé, qui est gelé solidement sur des centaines de pieds de profondeur depuis très longtemps. Leur régime alimentaire est presque entièrement composé de poissons crus congelés, de viande de renne et de cubes de sang de cheval. C'est un régime riche en énergie pour garder leur corps au chaud contre le gel. Mais parlons de combien il est difficile de survivre ici. À Oymyakon, tout est une bataille contre le froid. Vous ne pouvez pas éteindre votre voiture car l'huile se transformerait en un bloc de glace et le moteur ne redémarrerait jamais avant le printemps. Les gens laissent leur voiture tourner toute la journée et toute la nuit dans des garages chauffés ou ils n'en possèdent tout simplement pas. Et puis il y a le problème de la mort. Quand quelqu'un décède à Oymyakon, l'enterrer est un travail énorme. On ne peut pas creuser une tombe dans un sol gelé car il est plus dur que le béton. Pour enterrer quelqu'un, la communauté doit allumer de grands feux sur le sol pendant plusieurs jours pour faire fondre quelques pouces de terre. Ils allument un feu, creusent un peu, allument un autre feu et recommencent. Il faut des jours de feu juste pour mettre un corps en terre. Septembre. Oymyakon prouve que les humains sont têtus. C'est un endroit où la nature est aussi froide qu'elle peut l'être, pourtant les gens là-bas refusent de partir. Ils ont trouvé un moyen de vivre dans un congélateur profond, apprenant à écouter le murmure des étoiles. Ce son de craquement que fait votre respiration quand elle se transforme en cristaux de glace dans l'air. C'est une façon de vivre magnifique, effrayante et complètement impossible. Nous passons des plaines gelées à un cauchemar de pierres tranchantes à Madagascar. Zigny est un mot qui signifie l'endroit où l'on ne peut pas marcher pieds nus, ce qui est un euphémisme. Quand on le voit depuis un drone, cela ressemble à une belle forêt grise, mais en zoomant, on réalise que ce ne sont pas des arbres, ce sont d'énormes aiguilles verticales de roches. Des millions d'années de pluie ont emporté la roche tendre, laissant derrière elle des pics tranchants comme des rasoirs. Ce ne sont pas des roches émoussées, elles sont comme des couteaux. Pour traverser le Tsingji, il faut porter des gants épais et utiliser des cordes de sécurité, car une glissade ne signifie pas seulement une ecchymose, cela signifie se couper gravement sur la roche. C'est une forteresse qu'il est presque impossible de pénétrer. Parce qu'il est si difficile d'y voyager, le Tsingji est devenu un lieu sûr pour les animaux. Profondément à l'intérieur des canyons étroits, il y a des plantes et des animaux qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Il y a des lémuriens ici qui ont appris à sauter d'aiguille en aiguille, atterrissant sur des pointes acérées sans se blesser. Le Tsingji est un rappel que la Terre sait comment protéger ses secrets en construisant un mur de couteaux autour d'eux. On peut sentir le danger dans l'air, dans cette cathédrale bâtie de pierre, où la seule façon de survivre est de ne jamais s'arrêter de bouger et de ne jamais tomber. Les bords oubliés de la Terre. La carte du monde, telle que la plupart d'entre nous la connaissent, est un mensonge de simplicité. Nous regardons les océans bleus et les continents bruns et supposons un certain ordre. Villes, forêts, montagnes, déserts. Nous supposons que la planète est conquise, répertoriée et apprivoisée. Mais si l'on plie la carte aux bons endroits, si l'on regarde au-delà des complexes hôteliers et des guides touristiques, on trouve les bords. Ce sont les endroits où les règles de la géographie, de la biologie et même de la physique semblent s'effilocher et se briser. Ce sont les lieux où la Terre cesse d'être un foyer pour les humains et révèle sa nature véritable, ancienne et souvent violente. Nous entreprenons un voyage vers ces coins oubliés. Ce ne sont pas des vacances, c'est une expédition dans le surréel, des élévations blanches et aveuglantes des Andes aux rivages rouillés de l'Afrique. Nous serons témoins de la planète rêvant dans des couleurs fiévreuses et des échelles terrifiantes. Notre voyage commence dans la haute essoufflement de l'altiplano bolivien. Ici, à plus de 12 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, l'air est rare et froid et l'horizon s'étire à l'infini. C'est le salar de Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. C'est une étendue de blanc si absolue, d'une pureté si aveuglante, qu'elle ressemble à une erreur dans la simulation de la réalité. S'étendant sur plus de 4000 milles carrés, cette croûte de sel solide siège haut dans les montagnes, vestiges de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a des éons, laissant derrière eux un désert de cristaux. Oubliez les photos de touristes à perspective forcée que vous avez vues sur les réseaux sociaux, les dinosaures jouets et les illusions d'optique. Nous allons dans les coins reculés où le silence est absolu.
Ici, la croûte de sel fait 10 pieds d'épaisseur. Sous vos bottes, vous pouvez entendre le craquement de la terre, un son comme du verre brisé. Sous cette croûte repose un océan saumâtre riche en lithium, la puissance de batterie pour le futur du monde. Caché dans l'obscurité. À certains endroits, des sources souterraines bouillonnent à travers le sol blanc, créant des ojos del salar ou yeux du salar, c'est beau, des évents froids et bouillonnants qui donnent l'impression que la terre respire. La transformation de ce paysage pendant la saison des pluies est rien de moins que miraculeuse. Lorsqu'une fine couche de pluie recouvre le sel, il cesse d'être un désert et devient le plus grand miroir de la planète. L'eau reste parfaitement immobile, non perturbée par l'absorption du sol. Il est si parfaitement plat que les satellites orbitant dans le vide de l'espace utilisent cette grille pour calibrer leurs altimètres. Quand on marche dessus pendant cette période, la sensation provoque le vertige. Le ciel et le sol deviennent une sphère unique et continue de bleu et de nuages. Vous perdez le fil de l'endroit où le monde se termine et où les cieux commencent. Vous marchez parmi les nuages, suspendu dans un paysage onirique où la gravité semble facultative. La nuit, cet effet est amplifié en une expérience spirituelle. La Voie lactée se reflète parfaitement sous vos pieds. Vous ne vous tenez plus sur la Terre en regardant les étoiles. Vous flottez à l'intérieur de la galaxie, entouré par le cosmos de tous côtés, dérivant à travers le vide obscur. Mais il y a un danger ici aussi. Caché dans la beauté. Le sel est agressif. Il aspire l'humidité de votre peau en quelques minutes, laissant vos lèvres gercées et saignantes. Le soleil, se reflétant sur le sol blanc avec l'intensité d'un laser, brûlera vos rétines si vous ne faites pas attention. C'est une beauté hostile. Au milieu de ce vide blanc, on trouve des îles, des affleurements rocheux comme l'Isla Inkawasi, couverte de cactus géants, Trichocéreuse Pasacana, qui mesure plus de 30 pieds de haut. Ce sont d'anciennes sentinelles. Elles poussent à un rythme glacial, peut-être 1 centimètre par an, ce qui signifie que les géants imposants sous lesquels vous vous tenez étaient déjà en train de pousser avant que les Vikings ne mettent les voiles pour l'Amérique, peut-être même avant la chute de Rome. Debout sur une île d'épines dans une mer de sel pétrifié, on réalise que cet endroit est le fantôme d'un océan. C'est un rappel brutal que la Terre est fluide, qu'elle peut prendre une mer massive et porteuse de vie et la réduire par ébullition en un désert silencieux de cristaux. À proximité, le cimetière des trains ajoute au sentiment d'apocalypse. Des locomotives à vapeur massive du 19e siècle, abandonnées par des sociétés minières britanniques, rouillant en squelette contre l'horizon blanc, corrodées par les vents salés, ressemblant à l'épave d'une civilisation déchue. Le paradis enfoui, Montserrat. 1. Nous déplaçons notre regard du blanc aveuglant vers le gris suffocant. Nous voyageons vers les Caraïbes, une région habituellement associée aussi au turquoise, au cocktail au rhum et à une vie vibrante. Mais sur l'île de Montserrat, il y a un endroit où le temps s'est arrêté violemment à la fin des années 1990. Cette île en forme de poire était autrefois un terrain de jeu pour les riches et les célèbres. Un paradis luxuriant où George Martin a établi les studios AIR, accueillant la royauté du rock comme les Rolling Stones et Elton John. Mais la terre ici est agitée. En 1995, le volcan de la Soufrière, que tout le monde pensait endormi, un géant endormi couvert d'une jungle épaisse, a décidé de se réveiller. Il n'a pas seulement fumé, il a explosé. Imaginez-vous réveillé par un bruit semblable à celui d'un train de marchandises s'écrasant à travers le mur de votre chambre, suivi par un ciel devenant noir à midi. La montagne s'est effondrée, envoyant des coulées pyroclastiques, des nuages surchauffés de gaz, de cendres et de roches se déplaçant à 100 000 par heure, dévalant les pentes. Ces coulées ne coulent pas comme l'eau, elles oblitèrent comme une explosion nucléaire. 2. Aujourd'hui, la ville de Plymouth est une ville fantôme, détenant le titre sinistre de seule capitale sur Terre actuellement complètement abandonnée. Elle n'est pas seulement vide, elle est effacée. Plymouth est enterrée sous 30 pieds de cendres grises et de boue durcie. Lorsque vous approchez de la zone d'exclusion, les couleurs tropicales s'estompent dans un cauchemar monochromatique. C'est une version moderne de Pompéi, mais avec un rebondissement terrifiant. Le danger n'est pas passé.
Le volcan est toujours actif, surveillant la dévastation qu'il a causée. Il fume et gronde, rappel constant que la Terre est volatile. Par conséquent, plus de la moitié de l'île est désignée comme une zone d'interdiction stricte. Si l'on vous accorde la rare permission d'entrer avec une escorte policière, le silence vous frappe physiquement. C'est un poids lourd et oppressant. Marcher à travers les ruines de Plymouth est un regard voyeuriste sur la fin du monde. Vous pouvez marcher à travers les étages supérieurs d'hôtels de l'ère victorienne où la réception et le hall sont désormais profondément sous terre, engloutis par la terre. Vous passez directement de la rue à un balcon du 3e étage. À l'intérieur des bureaux, les papiers sont toujours sur les bureaux, recouverts d'une épaisse couche de poussière. Dans les écoles, les manuels restent ouverts à la page où la leçon s'est terminée. Vous pouvez voir les squelettes rouillés de voitures dépassant de la boue comme des bêtes fossilisées, leurs conducteurs partis depuis longtemps. 3. La nature reprend les rues avec une vitesse agressive. Des lianes tropicales étranglent les poteaux téléphoniques, les tirant vers le bas dans les cendres, tandis que des oiseaux nichent dans les carcasses vides des banques et des bibliothèques. C'est un musée de la catastrophe obsédant, nous montrant exactement à quel point tout ce que nous construisons, nos infrastructures, nos maisons, notre histoire, peut être totalement effacé par un seul souffle d'une montagne. La poussière grise recouvre tout et l'odeur de soufre flotte dans l'air humide. Une odeur qui signale que vous violez le domaine de la violence géologique. En retournant vers les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, situées à mi-chemin entre la Norvège et l'Islande, nous trouvons un groupe de 18 rochers déchiquetés appelés les îles Féroé. Si l'Islande est connue comme une terre de feu, les Féroé sont la terre de la gravité. Ici, tout est vertical, le paysage refuse d'être plat. Les falaises s'élèvent à des milliers de pieds, directement hors de l'océan Noir, agité et bouillonnant, ressemblant aux dents géantes et dentelées de quelques léviathans submergés mordant le ciel. 4. La géologie ici est faite de basalte stratifié, d'anciennes coulées volcaniques qui ont été sculptées par les vagues incessantes de l'Atlantique et le broyage des glaciers de l'ère glaciaire. Le résultat est un paysage d'un drame impossible. Les illusions d'optique abondent. À Sørvágsvatn, un immense lac d'eau douce semble flotter à des centaines de pieds au-dessus de l'océan, perché précairement sur le bord d'une falaise, se déversant dans la mer en une cascade qui défie la logique. Les gens qui vivent ici ont survécu pendant 1000 ans en vivant sur le bord abrupt de ces falaises. C'est une existence dure et verticale. Autrefois, avant les tunnels modernes qui percent maintenant les montagnes comme des galeries de verre, la survie signifiait descendre des parois rocheuses qui tombaient droit dans la mer. Des hommes descendaient en rappel, suspendus uniquement par des cordes faites de plumes d'oiseaux tressées ou de laine, pour récolter les œufs des millions d'oiseaux marins, macareux, fous de bassin, pétrels fulmars, nichant sur les parois des falaises. C'était une vie où une glissade, une corde effilochée, signifiait tomber dans les courants océaniques glaciaux qui emporteraient un bateau ou un corps vers le fond en quelques secondes. 5. Mais le danger physique n'est que la moitié de l'histoire. Le vrai mystère des Féroé réside dans le folklore du peuple caché, Huldufolk. Ce ne sont pas de simples contes pour les habitants. Ils font partie du paysage psychologique. Les locaux les respectent comme des voisins invisibles qui vivent à l'intérieur des rochers et des monticules. Même au XXIe siècle, des projets de construction modernes et des routes ont été détournés pour éviter de déplacer des rochers spécifiques considérés comme les maisons du peuple caché. On vous avertira de ne pas jeter de pierres sur certains monticules herbeux, car vous pourriez frapper une maison que vous ne pouvez pas voir, invitant la malchance ou la maladie. L'atmosphère soutient cette croyance. La météo est une entité vivante ici. Quand le brouillard arrive, ce qui arrive presque chaque jour, les îles ne deviennent pas simplement nuageuses, elles disparaissent. La brume est épaisse, humide et désorientante. Vous pouvez vous tenir sur une route de montagne et, 5 secondes plus tard, le monde a disparu, englouti par un nuage gris qui étouffe tout son.
C'est un endroit où la Terre se cache activement de vous, jouant à un jeu de cache-cache mortel où s'égarer pourrait signifier marcher au-delà du bord d'une falaise de 2000 pieds. L'herbe sur les toits des petites maisons en bois noir prend un vert vif et électrique en été, donnant l'impression que les habitations poussent hors de la Terre elle-même, se cachant des tempêtes. 6. Pour notre prochaine étape, nous nous évanouissons dans une nature sauvage sibérienne qui existe à peine sur les cartes de voyage modernes. Le plateau de Putorana est une formation volcanique massive, un trap de basalte de la taille de la Grande-Bretagne. Pourtant, il n'y a ni route, ni ville, ni colonies humaines permanentes. Pour arriver ici, on ne peut pas conduire. Il faut voler en hélicoptère pendant des heures au-dessus d'un tapis sans fin de terres vides et sauvages depuis la morne ville industrielle de Norilsk. On appelle souvent cela la terre des 10 000 lacs. Mais la géographie est encore plus étrange que l'eau. Le plateau a été formé par l'épisode des trappes de Sibérie, l'un des plus grands événements volcaniques de l'histoire de la Terre, lié à l'extinction de la Grande Mort il y a des millions d'années. La lave a refroidi en couches distinctes et plates, s'empilant au fil du temps. Cela a créé un paysage qui ressemble à un escalier construit pour des géants. Les montagnes sont des mésas au sommet plat, coupées par des canyons qui tombent verticalement sur des milliers de pieds. Si, l'eau provenant de la fonte des neiges s'écoule de ces bords plats en des milliers de cascades verticales parfaites. Pendant le bref été, le bruit de l'eau vive est partout, résonnant contre les parois du canyon. C'est l'un des derniers endroits véritablement sauvages sur Terre. Ici, on trouve le mouflon des neiges de Putorana, un animal qui a évolué pour ne vivre nulle part ailleurs. En naviguant sur ces rebords impossibles, en défiant la gravité, l'eau des lacs est si pure et exempte de pollution, essentiellement de l'eau distillée, que l'on peut boire directement à la surface sans filtre. C'est une eau qui n'a jamais touché la civilisation. Pourquoi cet endroit est-il considéré comme impossible ? C'est l'échelle pure de l'isolement. En hiver, les températures chutent à moins 40 degrés et les cascades gèlent en d'énormes rideaux de glace bleue. Quand on se tient sur le bord d'un canyon ici, sachant que l'on est probablement le seul être humain à 500 000 à la ronde, la solitude commence à vous changer. Le silence n'est pas paisible. Il est si profond qu'il semble bruyant, résonnant dans vos oreilles comme un acouphène. On réalise ici plus que n'importe où ailleurs que la Terre n'a pas besoin de nous. Cet endroit est d'une beauté brutale depuis des millions d'années sans que personne n'en prenne de photos, et il continuera longtemps après notre départ. C'est une forteresse de la nature, imprégnable et indifférente. Oui, ensuite, nous voyageons vers les rivages désolés de la Namibie, vers un endroit dont les marins parlaient autrefois avec effroi, la côte des squelettes. Les navigateurs portugais appelaient cela les portes de l'enfer, et pour une bonne raison. C'est une zone de guerre géologique où le courant froid de Benguela de l'océan Atlantique s'écrase directement contre les sables brûlants du désert du Namib. Ce choc des températures crée une réaction atmosphérique violente. Un brouillard épais et aveuglant pèse lourdement sur l'eau pendant une grande partie de l'année. Pendant des siècles, ce brouillard a aveuglé les capitaines, poussant leurs navires désespérément sur les bancs de sable mouvants. Si vous étiez un marin ayant survécu aux violents naufrages au XVIIIe ou au XIXe siècle, votre chance venait en réalité de s'épuiser. Vous vous échoueriez sur un rivage avec des vagues fracassantes et glaciales d'un côté et des centaines de milles de dunes brûlantes et sans eau de l'autre. La survie était impossible. Vous mourriez de soif en fixant l'océan. 9. Aujourd'hui, la côte est un immense cimetière à ciel ouvert. Elle est couverte des squelettes rouillés de navires en acier qui ont été poussés vers l'intérieur des terres par la puissance incessante de l'océan et les sables mouvants. L'épave de l'Edward Bolen, un cargo qui s'est échoué en 1909, se trouve maintenant à près d'un quart de mille à l'intérieur des terres, entièrement entouré de sable. C'est une vue surréaliste. Un navire d'acier massif naviguant à travers le désert, se décomposant dans les dunes, sa coque rongée par le sel et le vent. Éparpillés parmi les débris se trouvent les os blanchis de baleines et de phoques, donnant à la côte son nom sinistre. Le vent ici hurle constamment. Et les dunes elles-mêmes rugissent.
un phénomène causé par la friction des grains de sable glissant sur les pentes raides, créant un grondement à basse fréquence qui ressemble à un avion volant à basse altitude. 10. Mais la vue la plus étrange sur la côte des squelettes est la vie qui parvient à y survivre. C'est l'un des seuls endroits sur Terre où l'on peut voir des lions marcher sur la plage, chassant des phoques dans l'écume. Des hyènes rôdent sur la laisse de mer à la recherche de charognes. On peut observer des éléphants adaptés au désert glisser sur les dunes de sable vers l'océan, leurs pieds massifs adaptés pour marcher sur le sable mou. C'est un mélange bizarre et contradictoire où l'océan et le désert se battent pour la domination. Et tout ce qui est pris au milieu, hommes, navires ou bêtes, est généralement détruit ou forcé de s'adapter de manière extrême. Nous nous déplaçons vers l'est, vers la vallée du Grand Rift en Tanzanie, pour être témoins d'une étendue d'eau qui défie le concept même d'un lac porteur de vie, le lac Natron. C'est le lac qui transforme les animaux en pierre. Le paysage est dominé par l'Oldoanyo Lengai, la montagne de Dieu, un volcan actif qui crache un type rare de lave, appelé natrocarbonatite. Cette cendre, riche en carbonate de sodium, se déverse dans le lac. À mesure que l'eau s'évapore dans la chaleur torride de l'Afrique, elle laisse derrière elle une soupe chimique concentrée. L'eau est hautement alcaline, avec un pH qui peut atteindre 10,5, presque aussi caustique que l'ammoniac. Elle est si basique qu'elle peut brûler chimiquement la peau et les yeux des animaux qui n'y sont pas adaptés. 11. L'eau elle-même, lui souvent d'une couleur rouge, sang profond ou rose foncé. Cela n'est pas dû à la boue ou au fer, mais à des milliards de cyanobactéries et d'aloarchées, des micro-organismes aimant le sel, qui prospèrent dans l'environnement salé et brûlant. Mais la partie effrayante, celle qui rend le natron légendaire, est ce qu'il fait aux morts. Le carbonate de sodium dans l'eau agit comme un conservateur, presque exactement le même mélange que les anciens Égyptiens utilisaient pour la momification. Si un oiseau ou une chauve-souris s'écrase dans l'eau et meurt, les produits chimiques ne lui permettent pas de pourrir de la manière biologique normale. Au lieu de cela, le corps se calcifie, il durcit, se transformant en une statue parfaite et préservée. Des photographes ont trouvé ces créatures le long du rivage, des oiseaux perchés sur des rochers qui ont l'air d'être simplement au repos, leurs plumes détaillées et intactes, mais en y regardant de plus près, on réalise qu'ils sont en pierre solide, figés dans le temps pour toujours. C'est une touche semblable à celle de Méduse. 12, paradoxalement, cet enfer chimique est aussi une pouponnière. C'est le principal lieu de reproduction pour des millions de flamands nains. Leurs pattes dures et coriaces sont insensibles à l'eau caustique. Ils construisent des nids sur des îles de sel au milieu du lac, car ils savent que l'eau est un fossé d'acide. Aucun prédateur, hyène, lion ou chacal, n'ose nager pour manger les œufs. C'est un lieu d'une dualité extrême, où la mort fige la vie dans le sel et le temps, et où seules les créatures les plus spécialisées peuvent survivre à cette chimie magnifique et mortelle. Maintenant, nous allons au bout du monde, l'Antarctique, mais nous n'allons pas vers l'étendue blanche et enneigée que vous imaginez. Nous allons vers les vallées sèches de McMurdo. C'est l'environnement le plus proche de Mars sur Terre. C'est un désert glacé où il ne neige jamais. Les montagnes sont de la roche brune et nue, décapées par des vents catabatiques qui hurlent dans les vallées à près de 200 000 par heure, évaporant toute humidité instantanément. Le sol est jonché des carcasses momifiées de phoques qui se sont égarés à l'intérieur des terres il y a des siècles et ont gelé, préservés par le froid et la sécheresse. Au milieu de ce désert brun et gelé, il y a un glacier, le glacier Taylor, qui saigne. 13, une cascade de liquide rouge vif se déverse d'une fissure dans la glace blanche, tachant la face du glacier et s'accumulant dans le lac gelé en dessous. On l'appelle les chutes de sang. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il s'agissait d'algues rouges. Mais la vérité est plus étrange. C'est une capsule temporelle qui s'ouvre. Sous le glacier, piégé sous un quart de mille de glace, se trouve un lac sous-glaciaire qui a été coupé du reste du monde pendant plus d'1 million d'années. Cette eau est incroyablement salée et sursaturée de fer raclé de la roche-mère. Elle contient un écosystème microbien qui a survécu dans l'obscurité totale, sans oxygène et avec une salinité élevée pendant des éons. Lorsqu'une fissure s'ouvre dans le glacier, cette eau sous pression et riche en fer est expulsée.
Lorsqu'elle touche l'air pour la première fois en 1 million d'années, le fer s'oxyde instantanément, il rouille. Le haut devient d'un rouge violent, ressemblant exactement à du sang coulant d'une blessure dans la glace. C'est une vue viscérale et choquante contre le blanc immaculé du glacier. 14. Les chutes de sang sont plus qu'une simple curiosité. C'est une leçon de résilience. Elles nous montrent que la vie peut survivre même dans le ventre sombre et froid d'un glacier, se nourrissant de roches et de fer. Elles donnent aux scientifiques l'espoir que si la vie peut survivre ici, peut-être se cache-t-elle sous la poussière rouge de Mars ou la croûte glacée de la lune de Jupiter, Europe, des miroirs de sel de Bolivie à la glace saignante de l'Antarctique. Ces lieux nous rappellent que la Terre n'est pas seulement un décor pour l'histoire humaine. C'est une entité dynamique, agressive et mystérieuse. Ces paysages remettent en question notre perception de l'échelle et du temps. Ce sont des endroits où les éléments, le sel, le feu, la glace, le vent, sont les architectes, construisant des cathédrales de géologie que nous avons à peine la chance de pouvoir contempler.